Les confinements ne sont plus en vigueur, mais Covid, grippe et bronchiolite alertent tout de même la population. La médecin généraliste Aurore Baudouin à Loches fait le point sur la situation sanitaire. Bienvenue docteur. Merci. Le nouveau variant d'Omicron BF7 serait plus virulent et plus dangereux qu'Omicron. Doit-on pour autant s'alarmer ? S'alarmer, non, ça fait maintenant quelques années qu'on vit avec le Covid. On a tous pris des bonnes habitudes pour se protéger. Le variant Omicron, oui, un petit peu plus virulent que ce qui traînait les dernières fois, mais si on se protège, ça reste un Covid classique. Merci de le préciser. Alors, parmi les questions qui préoccupent bon nombre de Français, peut-on être infecté par plusieurs virus en même temps ? En même temps, je ne saurais pas vraiment vous répondre. En tout cas, il y a des tests qui existent, grippe et Covid, pour déterminer qui est atteint par la grippe, qui est atteint par le Covid, parce qu'en effet, les symptômes sont très similaires. Maintenant, quelqu'un qui sort d'une grippe peut tout à fait contracter le Covid derrière et inversement. C'est pour ça que quelqu'un qui est malade doit continuer à se protéger et à protéger son entourage, bien évidemment, parce qu'il y a beaucoup de virus qui circulent en ce moment. Merci pour cette précision fort utile. Alors, on parle beaucoup des autotests tout en un. Ces autotests sont-ils vraiment fiables selon vous ? Oui. Oui, et très intéressant justement pour déterminer qui a la grippe A, la grippe B ou le Covid. C'est des tests qui sont très complets et qu'on utilise vraiment beaucoup actuellement. Alors, pour lutter contre le virus, il y a une arme imparable, c'est la vaccination. Concernant le vaccin contre la grippe, la France se situe en 23e position du classement des pays de l'OCDE, loin, très loin même du taux de pays comme le Mexique, 72%. Pour ce qui est du Covid, environ 40% des plus de 70 ans a reçu une deuxième dose. Est-ce que cela vous inquiète ? Inquiète, non. En France, la recommandation pour la vaccination contre la grippe est quand même particulière. On privilégie les patients à risque et les patients de plus de 65 ans. Tout le monde n'est pas concerné par la vaccination contre la grippe. Il y a quand même des tensions d'approvisionnement sur les vaccins actuellement parce que les vaccins sont fabriqués très longtemps en avance et que c'est difficile de prévoir qu'une année ou une autre, la grippe sera plutôt précoce ou très virulente et que les gens voudront ou pas se faire vacciner. Maintenant, la vaccination contre le Covid, c'est un grand sujet parce qu'il est préconisé de se faire vacciner. C'est important, ça protège, mais ce n'est pas une protection qui est efficace à 100%. Il y a beaucoup de gens vaccinés qui vont quand même attraper le Covid. Merci pour cette précision fort utile. Alors cette année, la bronchiolite a inquiété bon nombre de parents. Les traitements médicamenteux et le recours à la kinésithérapie sont-ils une solution ? Non. La kinésithérapie ne se fait quasiment plus. Ce sont des anciennes méthodes qui étaient peu efficaces et assez traumatisantes pour les tout-petits. Les traitements médicamenteux, malheureusement, on n'a pas de recette miracle actuellement. Les traitements médicamenteux, c'est surtout le lavage de nez qu'il faut faire dès les premiers signes, dès les premiers nez bouchés par les parents. C'est la prévention, c'est éviter, évidemment, se laver les mains, porter un masque quand il faut. Et surtout surveiller les enfants et les amener consulter dès qu'il y a des signes d'alerte qu'on voit qu'ils respirent mal. Alors, beaucoup tentent un petit peu de prescrire des traitements par corticoïdes inhalés avec des inhalations ou de la ventoline. C'est pas ce qui a prouvé vraiment l'efficacité, même quand on hospitalise des enfants, on les surveille plus qu'autre chose, on leur met un petit peu d'oxygène, mais le traitement premier, ça reste quand même la prévention et certainement pas les antibiotiques parce que la bronchiolite, c'est lié à un virus, le virus syncytial respiratoire qui est le VRS et qui ne se traite pas par antibiotiques. C'est primordial en effet de revenir sur ces précisions. Je ne pourrais faire l'impasse sur les conditions d'exercice de la médecine de ville. Les revendications des médecins libéraux sont-elles raisonnables entre les inquiétudes des patients et l'état des lieux de la sécurité sociale ? Oui, la situation actuelle de la médecine en France est inquiétante. On était un pays avec un système de santé très bon. Et la situation se dégrade notamment en mettant en jeu la sécurité de nos patients. C'est pour ça que même si l'opinion publique ne comprend pas forcément nos revendications,
Nous savons pourquoi nous faisons grève et pourquoi nous avons des revendications. C'est pour protéger la population qui n'aura bientôt plus accès à un médecin traitant. On comprend bien votre requête. La France a besoin de réformer son système de santé, c'est certain. Ne faut-il pas regarder ce qui marche ailleurs? Le classement de 2021 plaçait la Corée du Sud en tête des meilleurs systèmes de santé. Alors oui, on peut regarder ce qui se passe ailleurs. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a des réformes à apporter à notre système de santé, que les mesures annoncées par le gouvernement ne correspondent pas, pour nous, les médecins, à quelque chose de pertinent et qu'on a certainement d'autres solutions. Le fait de vouloir transférer les compétences des médecins à d'autres paramédicaux me semble complètement une aberration. 10 ans d'études sont nécessaires pour soigner les gens, même si beaucoup de personnes peuvent être très compétentes dans leur métier. Elles ne peuvent pas, en quelques mois de stage, avoir les compétences pour soigner. C'est de l'inconscience. Par contre, la délégation des tâches, c'est quelque chose qui existe déjà depuis de nombreuses années. On travaille tous main dans la main avec les infirmiers, les kinés, ça se fait déjà. Mais déléguer vraiment nos compétences, c'est pas comme ça que ça peut marcher. C'est en tout cas une réflexion à mener. Désengorger les cabinets de médecins libéraux ne passe-t-il pas d'abord par une politique de prévention en amont? Seuls 6 Français sur 10 déclarent maîtriser le concept de prévention santé. Alors, désengorger les cabinets médicaux, oui. La prévention, bien sûr, mais nous la faisons, la prévention. Ça passe par la vaccination, les conseils qu'on diffuse, comme aujourd'hui à la radio. Portez des masques dans les lieux publics, faites attention, lavez-vous les mains, ça c'est de la prévention. Mais pour désengorger les cabinets médicaux, il faudrait que la politique change et qu'on arrête de nous faire des tâches administratives qui servent à rien. Nous, quand vous venez nous voir, si vous n'avez pas la carte vitale, on fait une feuille de soins en mode dégradé. Derrière, il faut qu'on renvoie une feuille de soins papier. Pourquoi tant d'administratifs? Pourquoi tant de certificats médicaux qui servent à rien? Pourquoi faire des courriers d'adressage pour aller voir un dermato pour une verrue plantaire? Non, enfin, c'est des choses où on perd beaucoup de temps et qui pourraient largement désengorger les cabinets médicaux et nous laisser du temps médical pour nous occuper de nos patients qui en ont réellement besoin. Je comprends tout à fait, mais je faisais aussi référence à l'équilibre alimentaire, c'est aussi en lien avec les maladies chroniques. Oui, bien évidemment, il faut manger correctement, faire attention, manger équilibré, notamment pour tout ce qui est risque cardiovasculaire. Et c'est vrai que c'est très très important de faire attention à son hygiène de vie. C'est vrai que ce sont des messages sur lesquels on n'insiste pas assez. Merci beaucoup Aurore Baudouin-Loche pour ces paroles que l'on écoute toujours avec beaucoup d'attention. Merci à vous. À la fin de l'année 2024, la ville de Marseille renforcera un peu plus sa position stratégique de hub numérique en reliant 9 pays de l'Afrique du Nord et du Sud de l'Europe. Le câble sous-marin Médusa ayant fait le choix des nouvelles infrastructures d'Orange dans notre ville. Et nous recevons aujourd'hui Jean-Luc Vuillemin d'Orange pour nous en parler. Bienvenue à vous. Merci, bonjour Magali. Le câble sous-marin Médusa sera le premier et plus long câble sous-marin à relier les pays du pourtour méditerranéen. Quelle sera la plus-value de ce câble ? Alors, ce câble, effectivement, quand on le regarde d'un point de vue géographique, c'est un câble qui traverse la Méditerranée d'est en ouest. Mais en fait, sa principale utilité sera de connecter les pays du sud de l'Europe aux pays du nord de l'Europe à travers la Méditerranée. Il existe déjà évidemment un certain nombre de câbles, mais ceux-ci sont en nombre insuffisant pour assurer à la fois le transfert de la totalité du trafic, qui vous savez, est tout à fait exponentiel. On double à peu près le trafic tous les 3 ans aujourd'hui dans le domaine des échanges internationaux, et puis pour assurer aussi une meilleure sécurité, puisque un certain nombre de pays, notamment en Afrique du Nord, ne sont reliés à l'international que par un, parfois 2 câbles, ce qui peut les mettre à risque dans certaines circonstances. Et on a déjà eu des épisodes de pays qui ont été complètement isolés de l'Internet mondial pour des causes de rupture de câbles sous-marins. Alors, dans les détails, quels pays seront desservis et quel délai ? Alors, c'est un câble qui a une particularité, c'est-à-dire que c'est un câble qui est modulaire.
si vous regardez, comme je l'ai dit, la carte du câble, vous allez voir qu'il traverse en fait toute la Méditerranée d'est en ouest, et à intervalles réguliers, on a mis ce qu'on appelle des BU. Des BU, c'est des branching units, c'est des endroits où on peut dériver le câble vers un pays. Et donc, il y a un certain nombre de pays qui vont être connectés très rapidement parce qu'il y a des demandes, parce qu'il y a un business model aussi qui tourne. Un câble marin, ça coûte cher, il faut être capable de le rentabiliser. Alors, c'est le cas, par exemple, de la Tunisie, où nous, Orange, nous avons une filiale et nous allons utiliser ce câble pour transporter le trafic de cette filiale vers la France. C'est le cas également du Maroc, où là aussi, nous avons une filiale et nous allons avoir besoin de ce câble pour augmenter ce qu'on appelle la résilience, c'est-à-dire la capacité à fonctionner en tout temps de la filiale. Et après, il y aura d'autres pays qui viendront se connecter au fur et à mesure sur cette architecture. Voilà. Et côté européen, donc le câble partira de Barcelone, il s'arrêtera à Marseille et il aura aussi probablement un peu plus tard un point d'atterrissage en Italie. Et c'est vraiment une particularité des câbles modernes d'être aujourd'hui extrêmement flexible et de pouvoir se déployer comme ça en plusieurs phases en fonction des besoins. Vous parliez de résilience, on entend justement beaucoup parler de résilience numérique. Pourriez-vous expliquer plus en détail ce que cela signifie? Alors, la résilience, c'est la capacité à opérer en toutes circonstances, quels que soient les événements qui affectent les différents composants techniques que vous utilisez pour réaliser votre opération numérique. Alors, dès lors qu'il s'agit d'activités type web ou autre, la capacité à transporter l'information est un élément clé et les réseaux doivent être conçus de manière à ce que quand vous avez un événement sur une partie du réseau, qui peut être un événement physique, hein, tout bêtement, un coup de pelleteuse sur un câble terrestre, une encre qui se prend dans un câble sous-marin, et donc le service est interrompu sur cette partie du réseau, eh bien, le réseau au global puisse continuer à fonctionner de sorte que vous ne soyez pas impacté par ces événements. Et pour avoir cette capacité de résilience, notamment sur les réseaux internationaux sous-marins, eh bien, il vous faut plusieurs câbles sous-marins. Si vous n'avez qu'un seul câble sous-marin et que celui-ci est coupé, vous êtes isolé. C'est arrivé, hein, il y a peu de temps, on a beaucoup parlé des îles Tonga, mais c'est arrivé aussi à l'Algérie, hein, dans la zone dont on est en train de parler il y a déjà quelques temps. Donc avec un câble, vous êtes à risque. Avec deux câbles, vous êtes mieux, mais moi, deux câbles coupés en même temps, ça peut arriver. Nous, on considère qu'un pays ou une zone géographique, à partir du moment où elle est connectée avec trois câbles, elle est réellement en sécurité. Merci pour cette précision fort utile. Alors, qu'est-ce qui a motivé Medusa à choisir Orange plutôt qu'un autre opérateur? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un un câble sous-marin, enfin, quand vous êtes propriétaire d'un câble sous-marin et que vous allez décider où est-ce que vous allez connecter ce câble sous-marin et surtout où va être votre point d'ancrage principal, parce que Marseille sera un des points d'ancrage principal, vous êtes un peu dans la situation d'un investisseur qui va décider où est-ce qu'il va localiser un investissement. Vous savez, on entend souvent parler d'industriels qui vont décider où est-ce qu'ils vont implanter une usine. Voilà. Et quand vous décidez d'implanter une usine, ben, vous mettez en concurrence un peu tous les pays européens et puis vous regardez les conditions financières, les conditions de travail, l'état de la législation, la fiscalité. Tous ces éléments sont pris en compte. Et ben, un câble sous-marin, c'est pareil. Si vous faites un câble sous-marin sur la Méditerranée, comme je l'ai dit, vous pouvez le faire atterrir en Espagne, en France, en Italie, en Grèce, autrefois en Turquie. La Turquie était un très gros hub. Si vous êtes sur la façade atlantique, c'est encore pire parce que vous avez le Portugal, vous avez l'Espagne, vous avez la France, vous avez l'Angleterre, vous avez l'Irlande, vous avez le Danemark. Tous ces pays sont susceptibles d'accueillir des points d'atterrage de câbles sous-marins. Donc, c'est une discussion avec le propriétaire du câble sous-marin où on essaye de créer la meilleure offre. Et c'est une des raisons pour lesquelles, dans ce cas précis, nous avons décidé d'améliorer notre infrastructure sur Marseille et de créer une infrastructure qui va interconnecter tous les points d'atterrissage de câbles sous-marins sur la zone, avec l'ensemble des data centers, donc l'ensemble des endroits où sont stockées les données également de la zone,
pour permettre une distribution optimale et également une meilleure résilience de ces infrastructures. Et c'est la qualité de cette proposition, alliée évidemment à notre savoir-faire sur un certain nombre de sujets, et le sujet réglementaire n'est pas le moindre, hein. Il faut savoir qu'entre le moment où vous décidez de faire atterrir un câble quelque part et le moment où vous êtes autorisé à le faire, bah, il faut entre 2 et 3 ans, 2 à 3 ans de procédure administrative. Voilà. Donc, il n'y a pas intérêt à se tromper dans la procédure, sinon ça repart à zéro. Donc, c'est aussi un vrai savoir-faire qu'on a. Et ces propriétaires de câbles sous-marins, qui sont souvent des acteurs non français, eh bien, ont besoin et apprécient le savoir-faire d'Orange, à la fois dans le domaine technique et puis dans nos capacités également à réaliser des choses sur le territoire français. Alors, ceci m'amène à la prochaine question. Cette nouvelle infrastructure devrait permettre de rendre notre pays encore plus attractif et bien sûr Marseille. Oui, alors, Marseille est effectivement devenu au fil des années un hub, ce qu'on appelle un hub, c'est-à-dire un point de concentration des câbles sous-marins. Parce que ce qui est important de comprendre, c'est que l'écosystème de la transmission de données, c'est un écosystème d'interconnexion. Donc, quand vous transportez des données, c'est très bien, quand vous les stockez, c'est très bien, mais si vous n'êtes pas en mesure de les échanger avec d'autres utilisateurs, bah, finalement, vos données, elles ne servent pas à grand-chose. Et donc, la capacité à avoir plusieurs câbles sous-marins qui viennent de plusieurs destinations différentes, qui sont capables d'échanger ces données et aussi de les traiter sur place, eh bien, c'est une vraie plus-value et c'est une vraie attractivité pour Marseille. Après, il y a une question qui se pose aussi, qui est un peu l'effet un peu négatif, un peu sombre du process, c'est que plus on a de volume de données qui arrivent à un endroit, plus il faut d'infrastructures pour les stocker. C'est ce qu'on appelle des data centers. Ces data centers, ce sont des gros bâtiments qui consomment beaucoup d'énergie, hein, qui ont des dégagements de chaleur importants. Et c'est vrai qu'il y a une réflexion à Marseille pour se dire, est-ce que finalement, c'est la destinée de Marseille d'avoir à l'intérieur de la ville tous ces data centers qui concourent évidemment à l'attractivité économique de la ville, mais qui ne sont pas des éléments de qualité de vie pour l'ensemble des Marseillais très importants. Et donc la question, c'est de se demander s'il ne faut pas repousser une partie de ces infrastructures en dehors du cœur de ville, parce qu'aujourd'hui, il y en a qui sont vraiment dans le cœur de ville, hein. Voilà, les repousser un peu plus loin et utiliser une infrastructure de fibre optique terrestre pour les interconnecter, tout en assurant, eh bien, un meilleur développement de la ville de Marseille au niveau urbanisme et une meilleure qualité de vie pour les Marseillais. Avec Medusa, Orange fait le pari d'une croissance durable. Le numérique est source de pollution 1,5 fois plus que l'aviation civile. Comment parvenir à cette sobriété? Alors, je pense que dès lors qu'on parle quand même d'impact environnemental du numérique, il faut faire une distinction assez forte entre tout ce qui est de la production des équipements et leur consommation. Or, aujourd'hui, très factuellement, la très grande majorité des impacts environnementaux du numérique sont liés à la production des équipements. Si vous prenez l'exemple de la téléphonie mobile, la consommation des réseaux, elle est des millions de fois moindre que l'énergie ou les ressources qu'on utilise pour fabriquer les milliards de téléphones mobiles qui sont utilisés sur la planète avec des durées de vie assez courtes, etc. Donc, il y a déjà tout un tas de notions autour de l'économie circulaire et on est très, très engagé là-dessus, à la fois sur les terminaux qu'utilisent nos clients, mais également sur les infrastructures réseau. On essaye de recycler le plus possible les équipements d'ancienne génération et on ne procède à l'installation de nouveaux équipements que quand c'est vraiment nécessaire. Et même là, on essaye de récupérer les anciens pour les utiliser dans d'autres configurations. Et puis après, il y a effectivement la consommation. Et sur la consommation, c'est vraiment le stockage des données qui est de loin le plus consommateur d'énergie. Et donc, il y a effectivement un très grand nombre de travaux, de recherches pour voir comment est-ce qu'on peut diminuer cette consommation, à la fois par des équipements moins gourmands en énergie, par des localisations aussi. C'est vrai que quand vous mettez un data center dans un endroit plus froid, eh ben, vous avez moins de problèmes de dissipation de chaleur que quand vous le mettez dans un endroit très chaud. C'est pour ça d'ailleurs que les pays nordiques sont en train de prendre un certain avantage pour la localisation de certains data centers. Un pays comme la Suède ou la Norvège propose à la fois de l'énergie à prix très bas parce qu'ils ont des ressources hydrauliques qui leur donnent de l'énergie et de l'énergie verte pas chère. Et puis le climat fait qu'ils ont besoin de beaucoup moins d'énergie pour refroidir les data centers. Et c'est un peu plus un inconvénient des pays avec des climats plus élevés, plus chauds.
Merci beaucoup Jean-Luc Vuillemin pour cette interview qui ne manquera pas d'intéresser bon nombre de citoyens. Merci à vous Magali et je vous souhaite à tous et à vos auditeurs une très bonne fin d'année. Merci, au revoir. À vous aussi, au revoir.